Vous savez, quand vous ouvrez le boîtier d'une vieille montre à gousset mécanique, tout est là sous vos yeux. Vous voyez le ressort, l'échappement, les minuscules rouages en laiton. Ah oui, c'est magnifique, c'est fascinant à regarder. C'est ça. Et il y a une friction physique vraiment tangible qui transforme une simple tension en secondes qui s'écoulent. La mécanique possède une transparence absolue en fait. On comprend instantanément pourquoi et comment les aiguilles tournent. Tout à fait. C'est ce qu'on pourrait appeler le triomphe de la causalité visible. Un engrenage en pousse un autre, c'est lisible, c'est honnête. Intellectuellement parlant, ça a quelque chose de très rassurant, parce que le fonctionnement de l'outil, il est exposé. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons basculé dans une ère où nos machines ne montrent plus leurs engrenages. Pire encore, elles les cachent derrière un masque, derrière une voix chaleureuse, un texte bienveillant ou un sourire généré numériquement. Nous allons plonger aujourd'hui au cœur de cette confrontation d'idées autour de ce phénomène précis, l'illusion de l'empathie. Un vaste sujet, oui. Oui, l'idée est d'examiner si cette connexion émotionnelle avec nos machines est une dangereuse contrefaçon numérique qu'il faut absolument endiguer, ou si c'est simplement la manière naturelle et inévitable dont l'humain interagit avec ce qui l'entoure. Ma position sur ce sujet est claire, je suis persuadée que cette empathie synthétique est une externalisation toxique de nos émotions, une délégation qui nous mène directement vers une atrophie de nos capacités cognitives. Et de mon côté, j'affirme que ce phénomène n'a rien d'une rupture. C'est au contraire le prolongement tout à fait naturel de notre pensée analogique. C'est une évolution historique inévitable de notre besoin de tisser un lien avec notre environnement, qu'il soit fait de chair ou pour le coup de silicium. Alors laissez-moi poser les bases de mon inquiétude, car je pense vraiment que nous assistons à une dépossession inédite. Regardons un peu en arrière. Pendant des décennies, nous avons délégué des tâches purement utilitaires. Nous avons confié nos calculs fastidieux au processeur et nous avons externalisé notre mémoire vers des disques durs. Oui, la machine faisait le travail brut. Voilà, c'était très clair. Mais avec ce que j'appelle les agents artificiels affectifs, les chatbots avancés, les compagnons virtuels, nous externalisons autre chose. Nous externalisons notre propre régulation émotionnelle. Attendez, quand vous dites régulation émotionnelle, comment décrivez-vous le mécanisme exact de ces agents? En fait, que se passe-t-il concrètement selon vous? C'est très mécanique, justement, même si ça ne veut pas en avoir l'air. L'utilisateur arrive avec une détresse organique bien réelle. Le système capte cette détresse sous forme de données textuelles ou vocales, fait passer ces mots à travers un traitement algorithmique, purement mathématique, qui est opaque, et recrache un réconfort simulé. D'accord, je vois. Le problème, c'est que pour que ça marche, l'agent artificiel déploie un masque de transparence émotionnelle. Il utilise un vocabulaire spécifique pour tromper notre subconscient, en fait, et faire oublier le code froid qui tourne derrière. Il crée un champ de distorsion qui mime l'écoute. Et c'est là que réside le danger. C'est une contrefaçon émotionnelle mécanique qui s'attaque à notre capacité à gérer nos propres angoisses. Eh bien, j'aborde la chose d'une manière différente. Vous présentez cela comme un piratage moderne de notre cerveau, mais il s'agit d'une continuité historique remarquable. L'homme n'a jamais attendu l'intelligence artificielle pour brouiller la frontière entre l'inerpe et le vivant. Si on regarde l'histoire des techniques, nous avons toujours voulu animer la matière. Prenez le XVIIIe siècle, avec les automates de Jacques de Vaucanson. Ah, vous parlez du fameux joueur de flûte. Exactement, le joueur de flûte. Vaucanson avait construit un automate en bois et en métal capable de jouer de la flûte traversière. Il y avait des soufflets pour imiter les poumons, des leviers pour les doigts. Le public de l'époque savait très bien que c'était une machine. Et pourtant, et c'est là que c'est fascinant, face à la fluidité du mouvement, les spectateurs ressentaient un véritable émerveillement, une connexion presque troublante. Mais l'émerveillement n'est pas de l'empathie. Peut-être, mais la matière inerte débordait de l'idée qu'on y avait insufflée. L'anthropologue Marcel Mauss expliquait déjà que la magie et la technique ont la même origine analogique. Nous projetons de la vie sur des objets parce que c'est notre façon de comprendre le monde. L'IA générative d'aujourd'hui qui vous répond gentiment, ce n'est que l'aboutissement logique de ce joueur de flûte de Vaucanson. C'est une belle analogie historique, je vous l'accorde. Mais il y a un gouffre entre admirer la mécanique d'un automate sur une scène et se confier intimement à une entité logicielle au quotidien. Le diagnostic de l'artefact affectif nous montre une différence de nature